Merci Mohamed. Pardon. Ok. Bon, je crois que j'ai été un petit peu interrompu. Je disais, je te remerciais, je te dis merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire sur la sécurité de l'information et des données. Et comme tu le disais, effectivement, je suis aujourd'hui président de Clever Identity, qui est une entreprise qui fournit des solutions d'anonymisation de données pour se protéger contre des fuites de données et contre d'éventuels contrôles, en cas de contrôle de la CNIL, de se prémunir contre des sanctions et des mises en demeure. Donc, oui, et aujourd'hui, je vais parler de la protection des données et on parlera plus précisément de la sanction qu'a subie l'entreprise Dedalus, qui est une entreprise qui fournit des solutions logicielles pour des laboratoires de biologie médicale. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, comme tu disais, on a une tension très importante, quoi, c'est de l'ordre d'un million 500, 1,5 million d'euros. Voilà ce qui a été identifié par la CNIL par rapport à cette fuite de données, c'est qu'il y a eu beaucoup de négligence de la part de l'entreprise. Il y a plusieurs mesures très simples qui auraient pu être mises en place, qui n'ont pas été mises en place et qui ont permis comme ça que les données soient récupérées et publiées sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des données, ce sont des données de santé, des données donc sensibles. Là, il y avait des données d'identification, mais aussi des données relatives à certaines maladies comme le VIH-Sida, le diabète et d'autres données encore très, très sensibles. Et d'autre part, il s'agit d'un très gros volume de données. Plus de 500 000, enfin environ 500 000 personnes étaient concernées. Donc, ça fait beaucoup de données. Et ça fait donc on est dans un cas très particulier où on a à la fois une grosse volumétrie de données, mais aussi des données qui sont sensibles. Donc, ce qui a rendu vraiment cette attaque très, comment dire, très importante, c'est justement déjà la gravité. Parce que quand on veut faire une analyse de risque, effectivement, il y a deux aspects, deux éléments qui rentrent en compte de l'évaluation, qu'on prend en compte. Il y a d'une part la gravité du risque, s'il se produit, et ensuite la vraisemblance. Donc en matière de gravité, ici, on a des données sensibles et une grosse volumétrie de données. La vraisemblance fait référence à la facilité, non, à la facilité avec laquelle on peut réaliser le risque. On peut aussi s'intéresser à tout ce qu'il y a eu comme antériorité par rapport à cela. Mais dans le cas des DALUS, on parlera essentiellement de la facilité avec laquelle le risque aurait, du moins, s'est produit, du moins la fuite a eu lieu, à cause notamment à cause notamment des négligences qui ont été de la négligence de la part de l'entreprise. Donc, concrètement, on a donc une grosse volumétrie de données qui a fuité sur Internet. Alors, comment s'est produit cette fuite de données? Ce qui se passe, c'est que Dedalus, comme je le disais, est une entreprise qui fournit des services d'édition de logiciels pour des laboratoires. Concrètement, ils travaillent avec plusieurs laboratoires sur le territoire français et en Europe d'ailleurs, je crois aussi, et pour lesquels ils fournissent des services d'édition de logiciels. Donc, dans le cadre de l'édition de ces logiciels, il y avait un logiciel qui était déprécié, c'était dans le cadre voilà, d'une migration euh, de, pour aller d'un logiciel déjà déprécié vers un nouveau logiciel. Donc, ils proposaient donc un nouveau logiciel à leurs clients. Et pour cela, il fallait transférer les données des clients contenus dans ce logiciel vers vers le nouveau logiciel. Pour cela, ce qui se passe, c'est que concrètement, ils ont extrait les données qu'ils ont déposées sur un serveur accessible en ligne, on va dire un serveur intermédiaire, qui a très certainement servi
ensuite pour pouvoir, de tremplin pour transférer les données du logiciel, de l'ancien logiciel vers le nouveau. Alors, plusieurs manquements ont été observés par la CNIL par rapport à cette, on va dire, à cette migration de données. Premièrement, il y a on va dire, s'il faut évaluer, il y a à la fois des aspects qui touchent purement aux aspects réglementaires, aux principes fondamentaux de sécurité, du RGPD, et aussi des aspects sécurité. Pour la partie principes fondamentaux, il y a plusieurs éléments qui ont été observés par la CNIL. Premièrement, dans leur contrat de sous-traitance, ils n'avaient pas pris en compte les mesures de l'article 28, je crois, du RGPD concernant 28 et 29, concernant notamment les prestations de sous-traitance. Donc, ils n'avaient pas pris ça en compte dans leur contrat, premièrement. Deuxièmement, ils ont extrait une plus grosse quantité de données que ce qui était prévu. C'est-à-dire concrètement, on n'a pas appliqué le principe de minimisation de données. Dans ce transfert de données, ils ont extrait une plus grosse quantité de données que ce qui était prévu. Et ça, c'est pour les aspects réglementaires. Pour les aspects de sécurité, ce qu'on a constaté, c'est que quand ils ont extrait les données du logiciel déprécié pour le mettre sur le logiciel, sur le serveur qui devait servir de tremplin, ce serveur, le serveur FTP, un serveur de fichiers, il était accessible depuis Internet sans authentification. C'est-à-dire, de n'importe où dans le monde, on pouvait y accéder sans authentification. Parce qu'en fait, il y avait deux parties sur ce serveur. Il y a une partie qui était accessible sur Internet, une autre partie qui était privée, c'est-à-dire accessible uniquement par leurs collaborateurs. Dans la partie accessible sur Internet, était accessible sans authentification, ce qui est, pour ma part, une grosse vulnérabilité en termes de sécurité. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment très, très dangereux de laisser comme ça des serveurs de fichiers accessibles sur Internet sans authentification. Ça, c'était la première vulnérabilité qui a été observée. La deuxième, c'est que ceux qui avaient accès à la partie privée, concrètement, ils y avaient accès, ils s'authentifiaient, mais ils utilisaient des comptes partagés. Donc, par rapport à ce compte partagé, il y a deux problématiques. La première problématique d'un compte partagé, c'est qu'il y a un mot de passe qui transite entre différentes personnes, ce qui augmente les risques d'usurpation d'identité. Et deuxièmement, avec le compte partagé, puisque le compte est partagé, on ne sait pas qui fait quoi. C'est-à-dire concrètement, le principe du droit d'en connaître ou alors du moindre privilège n'est pas appliqué. Concrètement, n'importe qui a accès à n'importe quoi. Ça devient plus difficile comme ça de contrôler qui fait quoi. Donc ça, c'est pour l'autre vulnérabilité qui a été observée. Une autre vulnérabilité encore qui a été observée, c'est qu'il n'y avait pas de chiffrement de données. Normalement, quand on a affaire à des gros volumes de données, et surtout des données sensibles comme ça, qui doivent être transitées, on doit mettre en place des procédures de chiffrement de données en base pour s'assurer que les données, ou en base ou sur le serveur, pour que les données ne soient pas accessibles par n'importe qui. Et finalement, et ça c'est l'une des mesures qui me semble être basique, qui aurait dû être prise en compte, c'est la purge des données après opération. Parce qu'on s'est rendu compte que les fichiers qui avaient été récupérés dans l'application dépréciée et qui devaient être transités pour aller vers la nouvelle application n'ont pas été supprimés, n'ont pas été purgés à la fin de la migration. Donc concrètement, ils sont restés disponibles sur ce serveur qui n'était pas protégé. Donc voilà en gros les éléments qui ont été identifiés par la CNIL concrètement par rapport à cette fuite de données. Donc on a constaté que donc, sur des données qui se sont retrouvées sur Internet, ce n'étaient pas exactement les données qu'il y avait sur le serveur. Il y avait une grande partie, on dit 90% des données qu'on a retrouvées sur Internet se retrouvaient sur le serveur en question.
Et donc, voilà. Donc là, concrètement, en matière de risque, comment est-ce qu'on observe cela? Tout à l'heure, j'ai parlé de la gravité et de la vraisemblance. La gravité, comme je disais précédemment, est évaluée en fonction de la sensibilité des données, mais aussi de la volumétrie des données. La vraisemblance ici, c'est lié notamment à la facilité avec laquelle il était possible pour un attaquant d'avoir accès à ces données et pouvoir les publier sur Internet. Donc, on avait à la fois une forte gravité et une forte vraisemblance. Ce qui veut dire que concrètement, le risque ici, il est très élevé. Il était très élevé. Il aurait dû avoir des mesures, des mesures de sécurité plus appropriées par rapport à la gravité, à l'importance du risque. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions jusque-là. Je vais regarder dans le chat. Non, il y a juste Martial qui complète, qui dit que c'est la même chose pour les données Covid dans le cadre de la fuite de données de la PHP, qui, elle, D'accord. n'a pas été sanctionnée. Ah, je n'ai pas regardé précisément le cas de la PHP, mais si elle n'a pas été sanctionnée, c'est qu'il y a forcément des raisons. Parce que il s'agit effectivement de données assez sensibles. Donc, ça, c'est, on va dire, j'ai présenté rapidement comme ça l'état des lieux, ce qui s'est passé, du moins pourquoi est-ce que on a une sanction aussi importante, parce qu'on avait à la fois une gravité importante et une vraisemblance importante, due notamment à des négligences. Dans la question, c'est qu'est-ce qui aurait dû être mis en place pour pouvoir éviter cela? Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre en compte pour pouvoir éviter cela? Alors, différentes mesures auraient pu être prises en place, auraient dû être mises en place, euh, notamment le chiffrement des données. Déjà, pour la partie réglementaire, voilà, il aurait fallu prendre en compte les mesures, du moins tout ce qui est mesures contractuelles relatives à la sous-traitance dans les contrats. Ils auraient dû aussi minimiser les données au moment de l'extraction, c'est-à-dire ne récupérer que les données qui étaient nécessaires pour le nouveau logiciel. Ça, c'est pour la partie purement RGPD. Pour la partie que je veux dire purement principes fondamentaux. Pour la partie sécurité des données, il y a différents niveaux de protection, différentes mesures qui auraient pu être prises en compte. Premièrement, l'une des mesures les plus élémentaires, c'était d'empêcher l'accès au serveur FTP depuis Internet. Tout simplement. Déjà, il devrait pas, ce serveur ne devait pas être, on ne devait pas pouvoir y accéder depuis Internet. C'est vrai qu'on n'avait pas accès à tout le serveur, rien que la partie publique, mais cette partie publique déjà permet à un attaquant déjà d'être sur le serveur et de pouvoir mener ses attaques. Et il peut exploiter différentes vulnérabilités liées à la version du système, voilà, différents éléments sur le serveur. Donc, empêcher, l'une des mesures les plus élémentaires, c'était d'empêcher l'accès depuis Internet. Alors, une autre mesure aurait été de chiffrer les données, de les chiffrer en base. Ou alors tout simplement de les pseudonymiser ou de les anonymiser. Voilà. On aurait pu soit chiffrer, soit pseudonymiser les données, c'est-à-dire concrètement remplacer tous les noms, prénoms par les identifiants. Mais là, ça aurait été un peu compliqué vu le besoin. Le besoin, c'était vraiment d'alimenter un autre logiciel. Donc, j'imagine que dans cet autre logiciel-là, on va avoir besoin d'identifier les personnes. Donc, le chiffrement, dans ce cas, aurait été plus intéressant. Voilà. Il aurait été plus intéressant de chiffrer tout simplement les données en base. Une autre mesure qui aurait dû être prise, c'était de purger les données, tout simplement, de les purger à la fin, de la migration. En termes de mesures encore, quelles autres mesures on avait pu prendre en compte? Concrètement, mettre en place on va dire une procédure de gestion des habilitations, concrètement, et s'assurer que toutes les personnes
tous les collaborateurs qui accédaient avec ce qu'on appelle des comptes nominatifs. Chaque personne devait avoir son propre compte et il ne devait pas avoir de compte partagé, notamment quand on veut accéder à des données aussi sensibles que ces données-là. Il aurait fallu que chaque personne ait un accès nominatif aux données et habilité, c'est-à-dire chaque personne devait être habilitée en fonction de ce qu'il avait à faire sur le serveur, concrètement. OK, donc voilà un ensemble de mesures. D'autres mesures encore, comme tout simplement tout ce qui est gestion des traces, tout ce qui est supervision, pour s'assurer de détecter, par exemple, tout ce qu'il y a comme intrusion sur le serveur. Bon, c'est un ensemble de mesures comme ça qui auraient dû être mises en place pour pouvoir, comme ça, réduire le risque lié à une fuite de données de cette ampleur. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, moi j'en ai une. Après, Oui. donc, on laissera la parole aussi. Il y a plein de questions ça me paraît quand même hallucinant que cette société qui manipule autant de données sensibles, qui a autant de clients, ait un niveau de sécurité aussi faible. D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai vraiment du mal à admettre que vraiment il y ait zéro sécurité quasiment, alors qu'on savait que pardon, ils sont bien au courant que c'est des données très sensibles. Et, euh, et Oui, d'après toi, qu'est-ce qui s'est c'est passé? une très bonne question. C'est une très bonne question qui amène à se poser des questions sur le niveau comment dire, de prise de conscience du risque cyber. Malgré tout ce qui se dit aujourd'hui, on se rend compte là, par ce type d'exemple, que le risque en matière de cybersécurité n'est pas encore aujourd'hui bien compris par les responsables de traitement. La cybersécurité, c'est toujours considéré comme un centre de coût. C'est un centre de coût, mais ce n'est pas considéré aujourd'hui comme comment dire, un élément permettant comment dire, de, de protéger, ou plutôt de produire de la valeur. On va dire produire de la valeur pour une entreprise. Les entreprises ont encore du mal à aborder ou approcher la sécurité aujourd'hui comme quelque chose qui permet de produire la valeur. Donc, c'est pour ça que il y a toujours cette difficulté à mettre en place des mesures. On se dit, bon, on va le faire rapidement, euh, sans prendre en compte les mesures de sécurité, alors que concrètement, on est là dans un cas où on a des données très sensibles. Je ne sais pas si on peut faire plus sensible en termes de données, et avec une volumétrie vraiment importante. Donc, c'est une question vraiment à se poser. Comment est-ce que… Oui. Non, juste parce qu'il y a Martial qui réagit dans le chat, là, qui me dit que c'est un problème au niveau des PO. Mais effectivement, je me dis, il y a quand même un DPO pour cette société. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le DPO, pour laisser passer ces traitements, faire en sorte qu'il y ait cette migration sans qu'il y ait de sécurité? Ça me paraît juste hallucinant, en fait, que ça puisse arriver. Effectivement, c'est autant de questions à se poser là. Je ne saurais pas, je saurais vraiment pas y répondre parce que moi aussi, ça me surprend tout ce qui s'est produit. Je suis assez surpris de comment je vais dire ça, la légèreté ou clairement. Voilà. Ouais. Je suis assez surpris par tout ça aussi. De toute façon, ça permet de faire un constat, c'est que le risque en matière de cybersécurité aujourd'hui n'est pas encore assez compris. Il n'est pas assez bien compris. Je vais juste donner la parole à Martial, comme c'est notre grand expert de la semaine, là, pour compléter un peu, justement, selon lui, par rapport à mes questions. Martial, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ce que nous a dit justement Louis-Philippe aussi, et nos interrogations, comment ça peut arriver, ce niveau on va dire, de faiblesse en matière de sécurité? Alors bonjour tout d'abord tout le monde, bonjour Louis-Philippe et merci pour ces éclairages avertis sur Ah, on ne t'entend plus. d'une entreprise. Vous m'entendez? Là, oui. Oui, on t'entend là, c'est revenu. Oui. Voilà.
Donc, grand merci déjà pour ces avertissements et ces informations averties sur le sujet. Ouais, tu as un problème. Moi, j'ai un problème de son. Moi aussi j'ai du mal à te suivre. Alors, attendez, je vais essayer de changer. Hier, c'était super bien. Hier. Il faut pas changer, il faut garder la même position qu'hier. Et après, on donnera la parole à Frédéric après. Oui, Frédéric. On attend juste le retour de Martial. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend mieux là. Voilà. Donc, je disais que, à nouveau, donc je répète à nouveau, merci Louis-Philippe de ces avertissements et de ces informations sur ce sujet. Et dans notre cas, il s'avère que nous avons comme client une des entités du groupe à qui appartient Dédalus et qui fait partie d'un groupe de laboratoires médicaux. Il faut savoir que les laboratoires médicaux concernés, ce groupe-là, n'a mis que très, très faiblement de moyens à l'intérieur du système, du DPO notamment, qui est un DPO mutualisé d'un cabinet d'avocats qui ne sont absolument pas spécialistes de la donnée de santé ni de la sécurité. Ils connaissent les textes, ils connaissent le règlement dans lequel ils vont dire que oui, l'article 13, c'est la collecte des données directes, le 14, indirect, et en gros, ils vont s'arrêter là. Nous, on l'a vu dans certains cas, puisqu'en fait, notre client nous a sollicité dans le cadre de la mise en œuvre d'une étude clinique avec un développement d'algorithmes sur un sujet très particulier et très sensible. Et pour avoir vu ce que le contrat était passé par le DPO du groupe concerné, j'ai été stupéfait de voir l'absence de sécurité du style. Pour pouvoir pseudonymiser, puisque comme le disait Louis-Philippe, la pseudonymisation est quelque chose d'important, avec, concernant notamment dans le cadre d'études cliniques, de renvoyer des données pseudonymisées, ils avaient laissé passer le fait que c'était le concepteur du logiciel qui allait pseudonymiser les données pour le compte du labo. C'est-à-dire que le labo envoyait des données en clair, des données de base de production, de base de prod, et que l'algorithme de calcul de la pseudonymisation, c'était l'éditeur du logiciel qui allait leur donner pour le faire. Je leur dis, mais vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Donc, effectivement, de la même manière, l'accès au logiciel qui était prévu, il y avait, comme le disait Louis-Philippe, une seule, c'est-à-dire un identifiant, un mot de passe, et qui allait devoir être donné à X personnes dans chaque labo. Je leur ai dit, c'est quelque chose d'inconcevable en termes de sécurité informatique. Le cabinet d'avocats, DPO, laisse passer ce genre de choses dans un contrat. Voilà le niveau aujourd'hui et la problématique qu'on rencontre tous les jours avec les DPO qui n'ont pas forcément la qualité et la compétence nécessaires. Oui, effectivement. Pour compléter ce que tu dis, il y a une autre problématique qui se pose, notamment parce qu'il s'agit de données de santé, qu'il s'agit de données sensibles, c'est que les personnes en charge de ces migrations de données n'avaient pas nécessairement le droit d'en connaître de ces données. Bien sûr. Voilà. Donc concrètement, là, on aurait effectivement une mesure intéressante aurait été de pseudonymiser ces données. S'assurer qu'au moins les noms des patients, les noms des médecins ne soient pas présents dans le jeu de données. C'est-à-dire le faire en amont, justement, par ces sociétés-là, pour que ceux qui n'ont pas, parce que concrètement, le sous-traitant, dans ce cas, il n'a pas le droit de connaître des données personnelles de clients et de patients. Donc, ces données-là devaient être pseudonymisées par le responsable de traitement pour s'assurer que le sous-traitant n'accède pas, ne voit pas les données réelles, tout au moins le nom des patients à qui appartiennent les données de santé. Tout à fait. Je reprends un peu juste, il y a Frédéric qui vient de partager, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais a priori, donc, dans ce qu'il publie là, sur le chat, c'est qu'a priori Dédalus serait certifié ISO 27001. D'ailleurs, je suis étonné aussi, donc 27001, et comme il hébergerait normalement, logiquement, Martial et Louis-Philippe
ils hébergent quand même des données de santé. Ils sont HDS également, logiquement. Oui, Non. logiquement, ils devraient être Oui, HDS. ils le sont. Oui, Ils le oui. sont. Ouais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la norme ISO 27001, elle est aussi, comment ça s'appelle? Elle est aussi liée au fait qu'une norme, on respecte un cahier des charges, Mhm. d'accord? Oui, Et oui. c'est souvent du déclaratif. Il y a très, très peu de tests qui sont véritablement effectués. Les Effectivement. données qui sont stockées, notamment les habilitations, parce que des techniciens peuvent très bien accéder aux données de santé s'ils font partie de la bulle de confidentialité qui est dictée par le médecin et sous l'autorité du médecin en charge du suivi informatique. Le problème, c'est que c'est du déclaratif, que personne ne va le voir, personne ne contrôle, et certaines notions dans la 27001 n'ont pas toutes bien la même notion, la même rigueur que la 27701. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est sortie, parce qu'elle a une partie sécurité, mais pas forcément liée à la protection des données et à la sensibilité des données qui peuvent y être retrouvées dedans. La politique d'habilitation, par exemple, puisque Louis-Philippe en parlait très justement, c'est un des documents que la CNIL demande systématiquement en cas de contrôle. Elle doit être tenue à jour et elle doit avoir une politique d'habilitation qui soit verticale, c'est-à-dire de la personne qui va saisir la donnée jusqu'à la direction, mais également horizontale, qu'on ne puisse Effectivement. pas accéder aux données d'un client ou d'un autre. Et ça, dans les politiques d'habilitation des entreprises, beaucoup l'oublient, cette notion d'horizontalité, en ne prenant en compte que la verticalité des habilitations. Oui, et justement, ce qui doit être appliqué, c'est ce qu'on appelle le principe du moins de privilège. C'est ça. Concrètement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin d'accéder à ces données, vous ne devez pas pouvoir y accéder. Et là, j'imagine que toutes les personnes avaient accès à toutes les données et avec un même mot de passe. Donc, voilà, c'est un peu, ouais. Ok, merci. Frédéric Ours, est-ce que toi tu voulais poser une autre question ou c'était juste justement ce que je viens de dire, que tu viens de publier, Frédéric? Oui, alors Louis-Philippe? oui, c'était un peu le sens de ma question, mais moi j'avais une autre optique en... parce que bon là on pose la faute sur tout ce qui est prestataire informatique ou technicien informatique, enfin sur les compétences informatiques. Mais est-ce que ça aurait pas pu être, et de par votre expérience, peut-être que vous l'avez déjà vu dans d'autres cas, une décision qui a été validée par les responsables du projet pour des questions de temps, de délai, de coût, et qu'il y avait une prise de risque, et que voilà, hein, pas vu, pas pris, et que bah, manque de chance, là, ils se sont fait prendre. Mais C'est possible. est-ce que ça, vous avez pu déjà le voir, vous, de par votre expérience sur Violation? d'autres entités? Ouais, effectivement, c'est une très bonne question. Et justement, ça pose, ça met en, ça met, ça me permet d'appuyer sur un point dont je vais parler tout à l'heure, c'est la validation du risque. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait une analyse de risque, après, il y a différentes manières il y a différentes alternatives, différentes éventualités après une analyse de risque. Le risque peut être traité. C'est-à-dire, concrètement, on peut le traiter ou le réduire avec des mesures complémentaires qui permettent de réduire le risque. Il peut être accepté, simplement. C'est-à-dire, on a un niveau de risque et le responsable de traitement dit, OK, vu qu'on n'a pas de budget pour cela, on n'a pas assez de temps, on accepte le risque, on prend le risque, peu importe ce qui arrive après, on paiera, du moins on s'arrangera. Il peut être transféré. Concrètement, on peut le transférer, c'est-à-dire le faire faire par un sous-traitant qui pourrait le faire ou bien prendre une assurance. Alors, il y a différentes éventualités comme ça par rapport à un risque qui est identifié. Donc, alors, pour parler de mon expérience, effectivement, ça se fait tout le temps. Du moins, c'est ce qui arrive souvent. Ça arrive souvent que des responsables de traitement se disent, bon, là, on n'a pas assez de temps, on n'a pas on n'a pas de budget, on y va. Mais pour le cas particulier des DALUS, il y a des mesures quand même qui ne demandaient ni temps ni budget. Enfin,
Par exemple, le fait de couper l'accès depuis Internet, enfin, je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin de l'accéder depuis Internet sans authentification. Le fait de purger les données, par exemple, à la fin du traitement, je ne sais pas si ça demandait beaucoup de budget de le faire. Donc il y a des mesures comme ça qui me font me poser des questions. Voilà. Oui, moi je suis d'accord. Bien entendu, Louis-Philippe, beaucoup, c'est des problématiques de gens qui ont pourtant les moyens. Le groupe, je le connais bien, les moyens, ils ont énormément de moyens, ce n'est pas le débat, d'accord? Et notamment avec le Covid, ça leur a rapporté une somme fabuleuse. Ils ont les compétences, normalement en interne. Après, comme je le mettais, le souci, c'est que bien souvent, le sous-traitant, lui, s'il commence à rentrer trop dans le dur avec son client, risque de perdre le client. Et sa responsabilité, elle est, lui, de prévenir les risques éventuels aux clients. Et après, comme le dit très justement Louis-Philippe, les gens derrière, les dirigeants de l'entreprise, c'est eux qui décident, c'est leur choix. À partir du moment où c'est leur choix, ils doivent assumer tout ce qui va être noté dans les contrats. Et si le contrat n'a pas pris en compte certains éléments, le sous-traitant, lui, derrière, s'exécute. À un moment donné, on ne va pas non plus tout faire gratuitement pour les entreprises. Et donc, il faut s'attendre à ça. Après, comme on le mettait, c'est un logiciel qui est en fin de vie et ils ont pris un risque. Un dirigeant d'entreprise, c'est un risk manager, à lui de décider qu'est-ce qui coûte le plus cher derrière. Bon, là, je pense qu'ils ont un peu perdu, mais tant pis pour eux, quoi. Après, c'est on joue, on perd, on joue, on gagne. En revanche, ça donnera… C'est cela. Et voilà, c'est justement parce qu'il y a eu cette fuite de données-là. S'il n'y avait pas eu cette fuite de données, on ne l'aurait pas su. Mais oui, mais vu, enfin, moi, je me pose vraiment des questions pour savoir s'il y a eu effectivement cette analyse de risque qui a été faite en amont, parce qu'il y a vraiment, dans ce cas particulier, des éléments qui poussent à croire qu'il n'y a pas eu d'études, à proprement parler. Il n'y a pas eu d'analyse de risque qui a été faite par rapport à ce transfert de données, à cette migration de données. Ok. À ma connaissance non plus. Ouais. Je vais revenir. Merci en tout cas, Martial, le Philippe, sur ce sujet. On me demande justement, on a dans l'Assemblée des gens qui ne sont pas trop techniques. Est-ce que tu pourrais, donc, comme je sais que tu es spécialisé un peu, nous parler un peu justement du chiffrement, vulgariser un peu le chiffrement, l'anonymisation, en quoi ça consiste, la pseudonymisation pour ces personnes-là? Parce qu'effectivement, on a, comme je te disais, dans l'Assemblée, des DPO, mais qui ne sont pas forcément très techniques et qui aimeraient bien savoir en quoi ça consiste. Ok, très bien, très bien. Ok, l'anonymisation, pseudonymisation, chiffrement. Alors, premièrement, ce qui est intéressant à comprendre déjà, c'est la portée de chaque on va dire, chaque technique. Le chiffrement et la pseudonymisation produisent des données qui sont des données personnelles. L'anonymisation produit des données qui ne sont plus personnelles, qui sortent du champ d'application du RGPD. Et l'anonymisation, et c'est la seule technique comme ça qui permet effectivement de transformer des données qui sont personnelles en données qui ne sont plus personnelles. Donc concrètement, si on prend le cas d'Edalus, si ça avait été des données personnelles, la CNIL n'aurait pas pu intervenir. Si ça avait été des données anonymisées, bien anonymisées, la CNIL n'aurait pas pu intervenir parce que ça sort de son cadre. Alors là, pour maintenant parler de chiffrement, pseudonymisation, anonymisation. De la pseudonymisation, je vais commencer par la pseudonymisation. C'est un traitement qui vise à transformer des données afin de remplacer des identifiants par des pseudonymes. On place un identifiant par des pseudonymes. C'est-à-dire concrètement, on a un jeu de données où il y a votre nom, on place le nom par, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, ou par un autre nom. Voilà, d'un pseudonyme. C'est en fait pseudonymisé. Et la pseudonymisation vise concrètement à éviter ce qu'on appelle l'identification directe. Parce qu'il faut se rappeler, une donnée personnelle, c'est une donnée qui peut être rattachée à une personne physique de manière directe ou indirecte. La pseudonymisation vise donc à empêcher cette identification directe. Et donc, quand il y a différentes manières de la faire, la pseudonymisation, pour pseudonymiser, on peut conserver dans un dossier à part, enfin, ce qui est fait souvent, c'est qu'on peut créer des tables de correspondance comme ça entre votre nom et votre pseudonyme qu'on conserve à part. Et dans le jeu de données principal, il n'y a que le pseudonyme.
Donc, c'est la personne qui a le jeu de données principal, il ne voit pas les noms des personnes, il ne voit que les pseudonymes. Et la contrainte de la pseudonymisation, c'est de s'assurer que la correspondance entre le pseudonyme et le nom ne soit accessible qu'à des personnes autorisées. C'est ça la pseudonymisation. On essaie de protéger toute identification directe. L'anonymisation vise à, c'est un traitement, ce qui est fait sur les données aussi, mais qui vise à protéger à la fois l'identification directe et l'identification indirecte. Alors, c'est quoi l'identification? L'identification directe, on sait ce que c'est avec soit une identifiant direct, comme des identifiants directs, on peut avoir le nom, j'en ai parlé. Un autre identifiant direct, ça peut être la photo. On a, pour les identifications indirectes, on peut avoir votre numéro de téléphone, adresse mail, c'est l'identification indirecte, mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle des quasi-identifiants. C'est-à-dire, ce sont des informations qui ne permettent pas de vous identifier complètement, qui ne permettent pas à elles seules de vous identifier, mais qui, combinées avec d'autres informations, permettent de vous identifier. Donc, concrètement, votre âge, par exemple, si on a un âge dans un jeu de données, ça ne permet pas d'identifier une personne. Mais si on combine l'âge avec le code postal, avec votre genre, par exemple, on peut comme ça construire des identifiants indirects. Donc, l'anonymisation a cette particularité qu'elle empêche à la fois l'identification directe, mais l'identification directe ou indirecte qui peut se faire soit à partir d'un identifiant indirect, tel que le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, mais qui peut aussi se faire par combinaison de plusieurs, on va dire, quasi-identifiants. Donc ça, c'est l'anonymisation. Et l'anonymisation, concrètement, on dit qu'elle doit être irréversible. C'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir partir des données qui ont été anonymisées pour vous retrouver vous. Mais cette notion d'irréversibilité est très, comment dire, elle est très mal comprise. Parce qu'ici, il s'agit, quand on rentre dans le détail, il s'agit de faire ce qu'on appelle une analyse de risque. Une analyse de risque de réidentification qui s'appuie sur des principes qui ont été décrits dans l'avis du G29 en 2014. Parce qu'il y a un avis du G29, l'avis du G29 de 2014 qui décrit comment anonymiser les données, parce que c'est très réglementé, c'est très cadré l'anonymisation de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de fournisseurs d'anonymisation de données qui font de la pseudonymisation à la place de l'anonymisation. Donc, voilà, c'est très cadré. Et maintenant, pour parler du chiffrement. Le chiffrement, à la différence de l'anonymisation et de la pseudonymisation, il n'est pas possible, lorsqu'on chiffre des données, on les transforme complètement. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'utiliser les données dans cet état. Avec la pseudonymisation, on peut encore utiliser les données pseudonymisées pour faire des traitements. Avec l'anonymisation, on peut aussi utiliser les données anonymisées pour continuer de faire des traitements. Avec le chiffrement, on ne peut plus utiliser ces données. C'est uniquement, ces données elles sont complètement transformées. Il faut absolument les déchiffrer pour pouvoir les utiliser. Et comme je disais au départ, les données pseudonymisées et les données chiffrées pour la CNIL sont toujours des données personnelles, parce que le chiffrement est considéré comme une forme de pseudonymisation. Par contre, les données anonymisées ne sont plus des données personnelles. Ouais, c'est juste un petit complément, Louis-Philippe. Dans le cadre des données de santé, en revanche, il faut savoir que les entreprises ne peuvent quasiment jamais anonymiser totalement les données parce qu'il faut pouvoir revenir en arrière quand ils découvrent, dans le cadre d'une analyse de sang, d'une analyse quelconque, s'ils découvrent une maladie qui n'était pas connue à l'époque ou initialement du patient, ils sont tenus de devoir remonter jusqu'au patient pour pouvoir lui signifier que cette maladie est découverte. Et du coup, ils sont obligés de pseudonymiser. OK. Non, ça, c'est une question très intéressante que tu poses là. La question qui est souvent, que j'ai d'ailleurs eu lors de mon dernier cours au master DPM, DPO aussi, Marcel DPO aussi, c'était la notion, la question de savoir est-ce qu'un responsable de traitement peut conserver les données d'origine
Est-ce qu'on peut anonymiser, est-ce qu'on peut considérer que les données sont anonymisées si le responsable de traitement conserve les données d'origine? Ça, c'est une question. Et la réponse est oui. C'est surprenant. La question est de dire comment est-ce qu'on peut conserver, un responsable de traitement peut conserver les données d'origine et après supposer que les données ont été anonymisées. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que ça dépend des personnes, parce que concrètement, je vais prendre un exemple très simple, du moins un cas d'usage de l'anonymisation de données en entreprise. Il y a deux principaux cas d'usage de l'anonymisation en entreprise. Il y a tout ce qui est traitement de données en environnement hors production. Les environnements hors production, c'est les environnements où on construit des applications. C'est-à-dire, on a construit une application et on veut tester l'application pour voir si elle fonctionne aussi bien qu'en production. Et pour cela, dans ces environnements-là, parfois, on utilise des données qui viennent de la production. Dans ces environnements-là, on anonymise les données. Et un deuxième cas d'usage, c'est tout ce qui est data science, big data. Big data, on veut construire des modèles de machine learning. Et là, étant donné que les data scientists, ils utilisent, pour leur modèle de machine learning, ils utilisent les données qui sont anonymisées. Alors, dans le premier cas, pourquoi est-ce qu'il faut anonymiser les données dans ce cas? Il y a une double problématique. La première problématique, c'est le droit d'en connaître. C'est-à-dire les personnes qui sont censées construire l'application n'ont pas forcément le droit de connaître des données qui sont dans ces environnements. La deuxième problématique, c'est une problématique liée à la sécurité des données. Bon. Il y a une autre problématique liée toujours aux principes fondamentaux, droit d'en connaître, mais aussi tout ce qui est finalité. Alors, la finalité, elle n'est pas clairement définie dans ces environnements. Et la deuxième problématique aussi, c'est tout ce qui est sécurité. Ce sont des environnements en général qui ne sont pas très bien sécurisés. Donc ça, c'est pour la partie traitement de données en environnement de hors production. Maintenant, pour les data scientists, en général, ce sont des traitements qui se font en production. Donc, on n'a pas de problématique liée à la sécurité des données. Parce que dans ces environnements, tout est bien sécurisé, les gens ils s'authentifient normalement, ils ont des habilitations qui vont bien. La problématique des data scientists, c'est concrètement le droit d'en connaître. Ils n'ont pas le droit de connaître des données personnelles. Donc, il faut anonymiser les données aussi dans ce cas. Donc, on comprend que dans le cadre du traitement lié au test de l'application, il faut anonymiser les données. Et dans le cadre du traitement lié à la construction de modèles de machine learning, il faut aussi anonymiser les données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anonymisation intervient comme ça dans le cadre d'un traitement. C'est-à-dire que c'est pour des personnes bien identifiées. Elles n'ont pas le droit d'accéder à ces données parce qu'elles n'ont pas concrètement une base légale qui leur permet d'accéder à ces données. Par contre, les données qui sont en production, qui sont utilisées dans le cadre du même traitement peut-être, mais en production, avec des personnes qui ont le droit normalement d'accéder à ces données, avec une base légale bien définie, elles peuvent continuer d'accéder à ces données. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'on a des données, mais un même jeu de données peut être utilisé par différents traitements. On ne va pas empêcher les autres traitements qui sont valides avec une base légale bien définie d'utiliser les données parce que, soi-disant, on les a anonymisées pour les envoyer en environnement de recettes. Voilà. Donc, c'est autant de choses qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le même responsable de traitement peut conserver des données d'origine non anonymisées dans le cas de traitements qui sont conformes, mais dans le cas de traitements qui ne sont pas conformes, où il y a des personnes spécifiques qui n'ont pas le droit d'accéder aux données, par exemple, ou alors dans un environnement qui n'est pas suffisamment sécurisé, il faut anonymiser les données parce que dans ce cadre-là, effectivement, on a un risque qui est très élevé et on se risque à des sanctions de la CNIL. Je ne sais pas si j'ai été clair. Pour moi, oui. Non, très clair. Si vous avez des questions, donc, on a encore une dizaine de minutes, vous levez la main et je vous donne la parole pour poser une question à Louis-Philippe ou à Martial, hein, comme Martial est avec nous. N'hésitez pas, par exemple, allez, je vais pousser un peu les gens à poser des questions. Tiens, Aurore, je sais que tu as plein de questions. Tu n'étais pas là hier soir, tu n'as pas pu être avec nous, mais comme tu es là, est-ce qu'elle peut? Aurore, j'ai aussi, tiens, Damien est là avec nous, super. Bonsoir Damien. Frédéric est brillant.
pareil, je vous fais activer les micros, vous pouvez activer vos micros et profiter de l'expertise de Frédéric Ours. Il a déjà posé sa question. Pas de questions? Parce que moi j'en ai, hein, mais je voudrais que vous posiez une question. Uka, tu veux poser une question? Ukiba. Voilà, vous avez la possibilité, en tout cas j'ai activé le micro, vous avez la possibilité de poser des questions à Louis-Philippe. Moi je profitais, comme pour l'instant ils ont du mal, à le mettre à couper. Oui, c'est normal, Martial, on a coupé le micro pourtant. Je parle trop. Non, je vais t'activer le micro, Martial. Louis-Philippe, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de Clever Identity, OK. de la Oui. solution sur laquelle vous travaillez dessus? OK. Clever Identity, on propose un ensemble de solutions, à la fois pour la pseudonymisation, l'anonymisation et aussi pour des données synthétiques ou des données anonymes. Parce que déjà, je fais une petite différence entre données anonymisées et données anonymes. Les données anonymes, anonymisées, ce sont des données qui ont préalablement été personnelles. C'est-à-dire qu'on est parti des données personnelles, on les a transformées pour obtenir des données anonymisées. Et dans ces données anonymisées, ces données conservent un certain risque de réidentification, qui est d'ailleurs, pour moi, nécessaire. Alors, les données anonymes, ce sont des données qui n'ont jamais été des données personnelles. Par exemple, les données d'une entreprise, le nombre d'employés, le logo, le chiffre d'affaires, ce sont des données synthétiques, ce sont des données anonymes. Une forme de données anonymes sont les données synthétiques, on dit. On a ces données complètement générées qui sont par nature anonymes. C'est-à-dire que si j'invente un nom, un prénom, un numéro de téléphone, voilà, il y a les logiciels permettent de générer comme ça des noms, des prénoms, des numéros de téléphone enfin, pour les numéros de téléphone, c'est un peu plus compliqué, mais des noms, des prénoms qui n'existent, enfin, qui ne sont pas de véritables noms, qui ne sont pas forcément associés à une personne à la base. Donc, ce sont les données synthétiques, ce sont les données anonymes. La différence avec les données anonymisées, c'est que les données anonymes ne contiennent pas de risque de réidentification parce qu'elles sont par nature anonymes. Donc, nous proposons donc ces trois types de solutions, à la fois des données, on fait de la pseudonymisation pour certains besoins, parce que la pseudonymisation peut être utile dans certains cas où l'anonymisation ne peut pas s'appliquer. On fait de la anonymisation pour transformer des données personnelles en données qui ne sont plus personnelles, mais c'est dans le cadre d'une analyse de risque que c'est fait. Et on fait de la génération de données aussi synthétiques pour des cas, notamment en environnement de recettes. C'est dans ces environnements-là, les données synthétiques sont très utilisées. Donc, c'est ça qu'on propose comme solution. D'accord. Et donc, on peut tester, comment ça se passe? On peut te solliciter Clever Identity. Si on veut, Oui. on cherche une solution pour anonymiser, justement. Oui, bien sûr, là, actuellement, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de passer à une nouvelle version. Nous travaillons sur une nouvelle version parce que nous avons pris en compte certaines évolutions par rapport au retour qu'on a pu avoir. Donc, nous travaillons sur une nouvelle version et elle sera bientôt disponible. Mais sinon, oui, il n'y a pas de souci. Le site web, bon, aujourd'hui, il n'est pas accessible parce que j'ai un petit souci avec mon HTTPS, mais sinon, il sera disponible d'ici demain ou après-demain. Le site web. Donc, à partir du site web aussi, vous pourrez me contacter ou sinon contacter Clever Identity directement sur LinkedIn. Ok, merci. J'ai donné la parole à Frédéric Briand qui a activé son micro avant de donner la parole à Martial. Frédéric. Si tu veux. Oui. Non, bonsoir. Merci de l'intervention et de l'éclairage de ce fameux cas Dédalus qui a fait grand bruit, entre guillemets, et d'avoir apporté des informations complémentaires qui nous permettent de mieux comprendre le problème. Ok, merci Fred. Martial? J'avais une petite question aujourd'hui, Louis-Philippe, enfin une petite question. Aujourd'hui, on est dans une problématique au niveau des mots de passe. Donc aujourd'hui, on conseille, nous, bien entendu, l'utilisation d'un coffre-fort de mots de passe, style Dashlane ou autre, qui permet de conserver, de garder un mot de passe maître
très fort et de conserver ensuite des mots de passe qui vont s'auto-alimenter, s'auto-modifier. Et l'avantage avec un produit comme Dashlane, c'est qu'il fonctionne sur plusieurs appareils, sur plusieurs devices individuels, et donc on conserve les mots de passe. En revanche, la question qu'on se pose, puisqu'il y a un débat quand même au niveau de sécurité, c'est faut-il avoir un très gros mot de passe, très lourd, avec ce système-là, et le changer peu fréquemment? Ou alors, puisque la norme au niveau de l'ANSSI, de la préconisation ou de la CNIL, c'est d'avoir des mots de passe qu'on change théoriquement tous les 3 mois. Ce qui fait qu'on arrive dans une problématique où on va mettre mot de passe 1, mot de passe 2, mot de passe 3, mot de passe 4, parce qu'au bout d'un moment, normalement, même les applicatifs doivent l'empêcher, ce fonctionnement. Et on arrive à la problématique, c'est que tout le monde s'amuse ensuite à mettre un post-it. Donc, quelle est la position que tu as toi là-dessus? Moi, j'avoue que je suis assez perplexe, à part l'utilisation du coffre-fort, de dire aux gens, oui, est-ce qu'il vaut mieux changer très régulièrement le mot de passe? Et ça devient compliqué parce qu'au plus on a de sites Internet sur lesquels on va, sur l'application, alors je ne parle pas des entreprises notamment qui devraient mettre en place du SSO un petit peu partout, mais en tout cas, sur les mots de passe, est-ce qu'il vaut mieux pas en avoir un très fort qu'on change une fois par an, plutôt que de changer régulièrement toute une flopée de mots de passe où à la fin, on ne s'en sort plus et on arrive aux dérives que l'on voit, comme dans les vaccinodromes où il y avait l'identifiant de mot de passe sur l'écran parce que les gens, ils ne voulaient pas s'en servir, quoi, ils ne le retenaient pas. Oui, je comprends la problématique, c'est de se demander finalement à quoi sert Dashlane ou les produits comme Dashlane si on retombe sur le même problème qu'avant. Entre autres, mais simplement aussi moi, je suis aussi le premier chez les clients à leur dire vous devez changer vos mots de passe, sans oublier pour les non-techniciens, il ne faut pas oublier que dans le flux de la donnée, quand elle arrive dans l'entreprise pour arriver jusqu'à des serveurs, elle passe par différents boîtiers, des hubs, des routeurs, des firewalls et autre chose. Et bien souvent, on oublie de les changer, ces mots de passe, des matériels entre deux. Et donc, l'idée à un moment donné, c'est qu'avec une flopée de mots de passe, ce qui m'inquiète, c'est que des gens commencent à le noter à droite ou à gauche, et quand on tombe dessus, on fait quoi? Oui, il y a plusieurs questions là qui se posent, notamment concernant le changement régulier de mot de passe. C'est important de changer son mot de passe régulièrement. Pourquoi? Parce que s'il arrive qu'on a été, parce que ce n'est pas toujours dit qu'on sera au courant, parce que là, par exemple, si on prend le cas des Dédalus, c'est parce qu'on a pu tomber sur les données des Dédalus sur Internet qu'on s'est rendu compte qu'ils ont été piratés. Donc, on ne sait pas toujours si notre mot de passe a été piraté ou pas. Donc, oui, c'est une bonne mesure de changer son mot de passe régulièrement. Voilà. Et l'autre problématique consiste à construire des mots de passe forts. Là, effectivement, c'est pour lutter contre d'autres types d'attaques, par exemple des attaques par force brute, par brute force, par dictionnaire. Oui. Oui, ça c'est une autre problématique que ça permet de résoudre. C'est important aussi d'avoir des mots de passe forts. Et d'ailleurs, il y a un article qui est publié, je ne sais plus par quel journal, qui expliquait qu'il vaut mieux avoir un mot de passe, c'est-à-dire avoir un passphrase très long, plutôt très long, c'est-à-dire avoir toute une phrase, par exemple, qu'on retient, qui peut avoir, je ne sais pas, plus de 20 caractères, que d'avoir 8 caractères avec des caractères spéciaux différents. Il vaut mieux avoir un mot de passe vraiment très long, c'est plus résistant, on parle d'entropie, mais bon, c'est plus résistant aux attaques qu'un mot de passe de 8 caractères uniquement avec des caractères spéciaux. Maintenant, arrive la problématique de savoir comment fait-on pour retenir ces mots de passe régulièrement. Je pense que l'ANSSI a de bons référentiels qui permettent de facilement concevoir des mots de passe ou pouvoir les retenir plus facilement. L'une des préconisations, c'est d'avoir une phrase, de se construire une phrase une phrase, il y a différentes façons, chaque personne a sa manière d'aborder la chose, mais il faut se construire une phrase tout entière dans la tête
et peut-être récupérer des morceaux de cette phrase-là pour pouvoir construire son mot de passe. La phrase, maintenant, peut dépendre du site web où on est, mais voilà. Donc, il y a des méthodes comme ça qui permettent de construire les mots de passe et de les retenir plus facilement. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. Je sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à pour Louis-Philippe, n'hésitez pas. Il nous reste 2 minutes exactement. Oui, la double authentification, Mohamed qui le rappelait. Donc, effectivement, une double authentification, mais à aujourd'hui, ça devient très lourd et beaucoup de gens ont des difficultés avec la double authentification. C'est obligatoire dans les banques, mais pas encore partout. Et elle n'est pas imparable parce que si vous avez suivi, il y a des NFT qui ont été volés à partir de Twitter récemment. Et le propriétaire, du moins celui qui conservait ces NFT, disait qu'il avait activé sa double authentification. C'est-à-dire que la double authentification n'est pas imparable parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le SIM swap qui peut être utilisé par les attaquants. C'est-à-dire concrètement, vous faites swapper on récupère votre numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'un attaquant arrive à se faire livrer, à vous faire changer de numéro, mais sans que vous ne le sachiez, et récupérer la puce pour pouvoir faire la double authentification. Donc, c'est plus compliqué. En matière de risque, c'est clair que le risque est moins élevé, mais quand on a des assets, ou plutôt quand on a une gravité très importante, comme c'était le cas, il y avait pour 2,5 millions de dollars d'assets. Donc, c'est important lorsqu'on a déjà une valeur, du moins de la valeur aussi, on va dire, quand on a des assets aussi importants, de s'assurer aussi de mettre en place des mesures qui correspondent voilà, à ce qu'on garde comme asset. Ouais. Non, en français, oui. J'ai une dernière question pour Louis-Philippe et pour Martial. Vous me répondez. Là, les 1,5 million d'euros, pourquoi ils n'ont pas été sanctionnés à 20 millions d'euros? Parce qu'ils tiennent compte du chiffre d'affaires et des résultats. L'objectif de la CNIL n'est pas de mettre à plat. Ouais. Shafik, il faut voir qu'aujourd'hui, le 4% qui était annoncé par l'Europe est un chiffre qui n'a pas été donné au hasard, ces 4%. C'est le taux de résultat net moyen d'une entreprise en Europe et entre 3 et 4%. Donc, en gros, on leur dit, on va vous piquer tous vos résultats d'une année ou de 2 ans. Comme ça, on ne vous met pas à plat. On peut revenir. D'accord. Et donc là, ça représente combien de pourcents pour les Dalus? Parce que tu disais qu'ils étaient bien, ils ont profité du Covid. Donc, oui, le Covid, quand tu sais que dans un labo pharmaceutique chez notre client, il faisait entre 5 000 et 6 000 tests Covid par jour, PCR, de résultats, vu ce que remboursait la Sécu dessus, il suffit de chiffrer, hein. C'est plus de 500 000 euros par jour de chiffre d'affaires. D'accord? D'un seul coup. Donc, imagine sur 8 mois d'affilée, le chiffre d'affaires et les profits engendrés par… Tout le monde n'a pas été malheureux avec le Covid. Ah oui, ça c'est certain. D'accord? Donc, effectivement. Voilà, donc à aujourd'hui, pour eux 1,5 million, j'oserais dire, c'est une paille. C'est une paille, d'accord? C'est de la sensibilisation, on va dire ça. C'est ça. Alors, c'est sûr que ça reste élevé parce qu'eux vont voir simplement aujourd'hui le coût, s'ils avaient dû mettre en œuvre, c'est ce qu'expliquait Louis-Philippe très justement, quel était le coût dans l'analyse des risques, quel était le coût de mettre en œuvre les mesures de sécurité, si c'était 50 000, 100 000 euros pour se mettre en conformité ou assurer la sécurité du truc. Ils ont payé 1,5 million, ils ont perdu 1,4 million dans la bataille. Alors que s'ils avaient mis les 100 000 euros, eh bien, ils n'auraient pas eu le 1,4 million. Mais ça, on ne le sait qu'une fois que la faille a été faite, parce que
on en revient dans l'analyse des risques. Alors, je ne sais pas, Louis-Philippe, si tu l'as énoncé, mais dans le cadre où on fait des EIVP, on est dans une analyse des risques qui est précise et qui est utilisée par rapport à la protection des données à caractère personnel. Et dans les violations, on est dans la même esprit, hein, puisque c'est une analyse des risques dans le cadre d'une violation. On doit faire la différence entre une faille de sécurité et une violation. Une faille de sécurité, c'est une faille dans laquelle il n'y a pas encore eu de violation. La violation, c'est une faille de sécurité qui a été utilisée pour récupérer des données. Donc, quand on fait d'ailleurs une notification à la CNIL de violation, quand on a découvert une faille mais qu'il n'y a pas une note de violation, on n'a pas à faire la notification à la CNIL. Non, et surtout qu'en plus, ce faisant, si on notifie à la CNIL qu'on a une faille de sécurité qui n'a pas abouti sur une violation, on a un risque majeur, on a mis le loup dans la bergerie. Effectivement. et on peut voir arriver la CNIL d'un seul coup, vous dire, mais attendez, vous nous avez signifié ça. Donc, vous n'avez pas compris quel était le principe. 2, ce qui veut dire que vous avez des failles de sécurité, je viens vérifier si elles sont bien bouchées. D'accord? Donc, des DPO qui ne comprennent pas à nouveau le fonctionnement de la CNIL, de la réglementation, mais surtout de sa mise en œuvre et sa pratique, eh bien, sont des sources aussi de risques que l'entreprise doit prendre en compte si je n'ai pas un bon DPO. Moi, j'ai vu un DPO un jour qui a été appelé la CNIL pour lui demander que la CNIL vienne contrôler s'ils étaient bons ou pas bons. Pas bien, lui. D'accord. Ouais, c'est pour ça que c'est important d'être bien formé, comme vous l'êtes actuellement. C'est ce que je disais hier et avant-hier, la formation, c'est primordial d'avoir des gens de terrain qui connaissent bien le sujet et qui vont pouvoir vous expliquer les risques que vous prenez en prenant des décisions, même un DPO ou un responsable de traitement. Effectivement. Parce que là, ce qu'on constate aussi, c'est que Dédalus a mis beaucoup de temps avant de signaler la fuite. Peut-être qu'ils espéraient que ça ne se sache pas. Voilà. Est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait une fuite déjà? Ils étaient au courant depuis depuis novembre 2020. Ah oui, d'accord. C'est en février 2021 que ça a été déclaré par la découvert. Oui. Mais depuis novembre 2020, ils étaient au courant. Depuis mars, je pense, non, pas novembre. Parce que c'est en novembre 2020 qu'ils ont contacté l'ANSSI. Il paraît qu'avant ça, ils étaient déjà au courant. Ah oui. Donc, peut-être qu'ils se disaient que la CNIL n'aurait pas vu la fuite. Mais je pense que c'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée de déclarer lorsqu'il y a une violation parce que c'est pris en compte lors de l'évaluation de la sanction. Alors, parce que quand je regarde Martial, Philippe, je regarde là le compte-rendu de la CNIL, il ne parle pas justement du fait que ils ont fait il y a eu un manquement en matière de déclaration. Je ne le vois pas en fait. Moi, il le dit explicitement, mais voilà, ils disent quand même, ils expliquent quand même qu'il n'y a pas eu de déclaration à la CNIL puisque ils en ont parlé à l'ANSSI, mais ils n'ont pas contacté la CNIL. Mais on est d'accord que normalement, en tout cas dans la logique des choses, si effectivement il y a clairement une faute en matière de notification, ça doit être pris en compte aussi également dans la sanction. Ah oui, c'est 2% du chiffre d'affaires, une violation de données non signifiée. Ben ouais. Donc, il faut savoir aussi que, en fait, nous, quand on préconise à nos clients dans notre registre, dans le système, puisqu'il est prévu d'avoir un registre des violations de données, eh bien, nous, on conseille à nos clients de mettre, même les fuites de données, c'est-à-dire les risques, les fuites de données qu'on a vues, les failles de sécurité, de les inscrire dans le registre. Ce qui permet comme ça, derrière, si jamais il y a une violation qui vient être prouvée, montrée et qu'on n'a pas vu nous, eh bien de montrer qu'on avait bien vu cette faille de sécurité, qu'on pensait qu'elle n'avait pas été exploitée par qui que ce soit, qu'on a bouché entre deux, sauf qu'on n'a pas vu qu'elle avait été exploitée. Mais le fait de l'avoir inscrite dans le registre, on démontre à la CNIL qu'on l'a vue, qu'on a pris les mesures adéquates, mais que malheureusement, on n'a pas vu la violation, et ce qui fait que la CNIL va être beaucoup plus compréhensive en disant, bon, ok,
vous aviez vu la faille de sécurité, vous n'avez pas vu la fuite, vous n'avez pas vu la violation, mais donc du coup, on va moins vous sanctionner parce que vous étiez dans l'action de présentation d'une responsabilisation. D'accord ? Effectivement. Effectivement. Ça rentre dans ce qu'on fait à la banque. À la banque, on fait de la cartographie des risques. C'est-à-dire concrètement, on sait qu'il y a une vulnérabilité qui n'a pas été corrigée pour une application et on planifie comme ça sa correction. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de budget, on n'a pas de temps, mais on planifie en se disant, voilà, on va le faire à telle date. Et quand c'est fait, non seulement on a une meilleure visibilité sur l'état de sécurité du SI, et en plus, on est capable de prouver qu'effectivement, c'était prévu. Voilà. C'est du style de la différence, on se fait voler un ordinateur portable, un téléphone, qui est un device dessus sur lequel on a deux alternatives. Soit le disque dur est chiffré avec BitLocker ou une autre solution où on a chiffré les données qui étaient à l'intérieur. Ça reste une faille de sécurité puisqu'on nous a volé un ordinateur. Mais si les données sont chiffrées, eh bien, on n'est pas en violation. Puisque les données sont chiffrées, l'autorité de contrôle estime que les mesures que l'on a mises en place, si on est en AES 256, un vrai chiffrement, hein, pas un machin à 2 francs, hein, eh bien, on pourra ne pas déclarer de violation de données. Et si d'aventure, malheureusement, le pirate tombe pile sur la clé de déchiffrement de l'ordinateur, eh bien, ça pourra être considéré comme étant une action normale de notre part. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je sais pas si je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de cette session. Donc à nouveau un grand merci à Louis-Philippe et à Martial pour ces éclaircissements. Je vais juste partager ma slide. On vous donne rendez-vous demain parce qu'on continue encore toute la semaine jusqu'à vendredi. Demain, on va recevoir donc Béatrice Catto et on va parler, je suis en train juste de finaliser, de Privacy by Design et de PIA. Donc voilà, donc hop, je fais ça, je partage. S'ils avaient fait du Privacy by Design chez Dédalus, ça ne serait pas arrivé. Hein. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas Louis-Philippe que je vais le donner, mais que je vais le rappeler, mais comment ça s'appelle, le redesign d'une application, aujourd'hui, c'est très onéreux. Et c'est bien souvent pour ça qu'elles ne sont pas faites. Ah, oui. C'est la raison pour laquelle ils ont changé de système justement chez Dédalus. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc on va recevoir donc Béatrice Catto, qui est Data Privacy Expert pour au sein de la MGEN. MGEN, la mutuelle. MGEN, ouais. Et donc on parlera de Privacy by Design et de PIA, donc demain à 17h heure métropole et 19h à La Réunion. Donc merci encore Louis-Philippe, merci à tous les participants. La vidéo, on va la mettre en ligne dès ce soir sur la chaîne YouTube Cheo Technologies. Donc vous pouvez revoir la session sans problème, comme les sessions de Martial d'hier et d'avant-hier sont disponibles sur la chaîne Cheo Technologies. Merci encore et rendez-vous donc demain pour un autre sujet et donc une nouvelle intervenante, donc en personne de Béatrice Catto. Merci encore et à demain. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci Louis-Philippe et merci Safi. Merci beaucoup. Merci à toi.